Il leur fallait un chef. Ben tiens, nous avons la Guillaumette. Faisons-en un chef. La Guillaumette va répondre de ses crimes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Le livre est une arme, chronique numéro 65, tiré du pamphlet d'un de mes écrivains préférés, j'ai nommé l'illustre Pierre-Antoine Cousteau. Après le déluge, tel est le titre de cet ouvrage décortiqué aujourd'hui. Posons le décor. Le déluge, c'est la libération qui va agir sur la France en créant un nouveau paradigme, en redistribuant totalement les cartes. Et vous le savez, redistribuer les cartes au moment de la libération, cela voulait dire liquider, éradiquer toute pensée nationaliste française et même toute pensée de droite tout court. Ainsi, Cousteau, rappelons-le, si vous ne le savez pas, fut condamné à mort, puis fit 8 ans de prison pour avoir collaboré, pour avoir mal pensé. Dans cet essai, en pleine 4e République, nous savourons son art de manier l'ironie avec délectation. « Mon grand maître Victor Hugo !» affirme-t-il en persiflant. Allez, joignez-vous à mon télégramme pour goûter aux autres de ces saillies que je disséminerai ça et là ces prochains jours. Passons à l'essentiel. Alors, il dort le gros con? Allez dormir encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Essentiel nous voilà, oui c'est de circonstance. Alors avec froideur et objectivité, Pierre-Antoine Cousteau, après 8 années passées en prison, nous dresse le portrait de la libération avec un grand L, une libération sale, rebutante, puante, repoussante. Mais soyons précis, définissons-la de manière plus réfléchie. La libération, c'est l'instauration du règne du mensonge, du règne de la terre plate, pour poursuivre l'allégorie tenue par l'auteur. Un règne du mensonge dans lequel nous pataugeons encore aujourd'hui. Le plus gros des mensonges, évidemment, porte sur la résistance, la pseudo-résistance, la résistance de fortune, celle de dernière minute. Le premier des résistants, selon la doxa, fut Charles de Gaulle et ou Maurice Thorez. Il fallut improviser. Oui, parce que la libération, c'est avant tout énormément d'improvisation, de mensonges circonstanciels, de mensonges ponctuels, de mensonges de posture. Celui qui se sait menteur, qui se sait illégitime, aura tendance à surjouer son mensonge. Alors, il se montrera cruel, sadique, il exagérera. Et c'est exactement les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons à ce moment-là. C'est pourquoi la plupart des faux résistants puniront les plus faibles à la libération sans vergogne. Tout est faux, tout est inversé, et les plus sains, les plus honnêtes, les plus sincères des Français sont poursuivis, emprisonnés, parfois tués. Les plus malsains et purs, eux. Je vais vous glisser 2 exemples, 2 anecdotes contées par M. Cousteau qui immortalisent l'esprit incarné par la libération. D'abord celle d'un petit scribouillard qui travaillait pour Vichy, un jeune homme qui remplissait des fiches, rien de un scribouillard, et que l'auteur rebaptisa la Guillaumette. Au cours de l'épuration, les libérateurs manquaient de traîtres. Il leur fallait un chef. Ben tiens, nous avons la Guillaumette. Faisons-en un chef. La Guillaumette va répondre de ses crimes. Il fut condamné à mort. Mais y échappa tout de même. Il resta 8 longues années en prison. Et oui, le fameux la Guillaumette ne jouissait d'aucune relation. C'est ça, la libération. La seconde, celle d'un notaire, maître Dumas. Des résistants viennent perquisitionner chez lui et lui ordonnent de venir sur le champ, comme un petit chien. Et devant son manque d'empressement, il lui tire une balle dans la tête. Bam! Fin du notaire. Le Figaro titrera en gros dans son journal « L'assassinat par de faux résistants du notaire Dumas ». Faux résistants. Cependant, lors du procès, le tueur Xavier Jorda Villadiel fut condamné à 5 ans de prison, mais la cour l'a amnistié sur le champ, grâce à sa participation à la résistance. Vous voyez, la résistance à la libération, pseudo, ou l'invention de la résistance vous offre tous les passe-droits. Je crois que ces 2 exemples vous disent tout. Tout du chaos qui régnait et qui va être instauré comme norme à l'époque. Le règne du mensonge, disais-je.
Un mensonge généralisé et dont tout le monde a conscience. À l'époque, par exemple, dans les années 50, tout le monde savait que De Gaulle était un incapable, un limité intellectuellement. Les puissants le savaient comme le peuple français. De Gaulle, c'est le grand gagnant du mensonge improvisé et généralisé de notre seconde libération. Oui, seconde, oui, car nous avions déjà vécu ça, nous, Français, une première libération, celle de 1789. L'éclosion de l'homme, la fin de tous les esclavages, disait Victor Hugo. Oui, une première libération où les terroristes cannibales étaient de vrais patriotes. Allez comprendre, c'était eux, les patriotes. Tandis que les contre-terroristes étaient des ennemis de la France. La République, finalement, n'a accouché que de pleutres, de grandes bouches petits faiseurs, tellement de « avec moi, plus jamais !» Pour exemple, M. Cousteau évoque Albert Sarraut, Edgar Faure, Gambetta, ou encore le maréchal Ney ou Louis XVIII. Plus près de nous, nous pourrions rajouter, au discours de M. Cousteau, l'archétype de tout ça serait, selon moi, Nicolas Sarkozy. Peut-être parce que la France n'est pas LA France. Peut-être parce que personne n'a envie de se battre pour cette nouvelle France supranationale. Nous le verrons d'en au-delà du livre. La vraie France, c'était celle de la terre, des Armagnacs, des Bourguignons, des Bretons, qui défendaient leurs institutions avec foi et ardeur. Toute cette diversité s'épanouissait dans ce système provincial taillé pour le pays et qui en fit sa grandeur. Cependant, les politiciens déjà au XIVe siècle prônèrent le dépassement du régionalisme, la création d'une nation. Notre ennemi de toujours, les Anglois, profitaient de la désunion légendaire de nos régions. Voilà la vérité qu'il rabâchait. Mais la solution qu'il prônait était pire. Il nous disait, pour éviter qu'on soit attaqué par les Anglais, eh bien, prenons une nation. Car en créant la Nouvelle France, la République, qui est cette Nouvelle France, nous avons tué l'âme française, ce goût passionné des querelles de clans, cette rage des habitants à s'éparpiller en débats contradictoires. C'était notre fil conducteur, rappelle l'auteur. Les Français sont divisés contre eux-mêmes. Ils se battent entre eux et ils aiment ça, c'est leur sport national. Notre gloire pourtant n'est possible qu'avec un homme fort, un pouvoir autoritaire incarné par un monarque, un dictateur. La France est impropre à se gouverner elle-même, elle se gâche quand ses citoyens imposent leurs pulsions émotionnelles à l'État. Démystifions les personnages de cette deuxième guerre mondiale en commençant par le général de Gaulle. Son appel du 18 juin servit l'URSS. Pierre-Antoine Cousteau est péremptoire. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que cela permet d'étendre le conflit dans le temps, dans l'ouest de l'Europe. C'est ce que désirait par-dessus tout Moscou. Et puis, à la libération, qui fut exécuté ? Les vrais collabos ? Bien sûr que non. Les condamnés à mort furent tous ceux qui auraient redressé fièrement la France, c'est-à-dire les plus capables. Les industriels, les notables, les curés, les anciens combattants, bref, tous ceux qui se seraient opposés aux communistes. Et puis, De Gaulle blanchit le déserteur Torres et en fit même son vice-président du Conseil. Il le rêva même en successeur de Pétain. Et puis, De Gaulle, c'est la liquidation de l'Empire dans une véritable débilité mentale, pour citer l'auteur. Malraux, en revanche, lui, demeurait très intelligent, selon lui. Autre figure qui servit la cause communiste, indirectement, c'est Gérard Philipe, la star de l'époque et déjà de tous les combats antiracistes et anticolonialistes. Oui, c'était déjà le cas pour les artistes à cette époque-là. L'auteur dresse ensuite le portrait et s'insurge de l'incarcération d'un journaliste d'extrême gauche, M. Stéphane Roger. Ironiquement, évidemment, car quand on est de gauche, on ne s'éternise pas en prison, vous l'avez deviné. M. Roger avait servi l'ennemi vietnamien. Mais vous le savez, rappelle l'auteur, les Viettes avaient beau torturer et tuer les soldats français, il n'en restait pas moins de gauche, non ? Donc, il est sorti de prison. Évoquons Jean Kéval à présent. Jean Kéval, vous voyez, c'est un petit journaliste qui, sous l'occupation allemande, rongeait son frein, calmait sa haine, se retenait de ne pas trucider les envahisseurs de son pays. Enfin, ça c'est ce qu'il écrivait au lendemain de la Libération. Parce que rien de tel ne transpirait de ses écrits avant la Libération, pourtant, à l'agence Inter-France, là où il travaillait.
Les voies du patriotisme sont décidément impénétrables, comme le glisse subtilement M. Cousteau. Car la collaboration ne touche que les personnes qui furent sans équivoque dans leurs écrits. Les Rebattet, les Bonnard, les Brasillac, les Georges Claude, ceux qui ne retournèrent jamais leur veste. Pour qu'Éval, à la Libération, il fallut dresser une liste des collaborateurs intellectuels. Céline, Colette, Cocteau, Guitry, Barjavel, Delézy, Aimé, etc., etc. C'est-à-dire toute l'élite française de l'époque. Ce qui fait dire à notre essayiste cette phrase magnifique. Je me réjouis d'être en si bonne compagnie lorsque je trahissais la France. Enfin, terminons par Axel Ancel, un journaliste pas au chômage, on va dire, qui attendit un piège assez minable à Pierre-Antoine Cousteau. Il se montra avenant et sympathique avec lui pour finalement pondre un article odieux dans un seul et unique but, précipiter sa condamnation à mort. Vous l'avez compris, la France, selon notre essayiste, est gangrénée par la pensée communiste et les hommes qui la promeuvent. C'est pour cette raison que nous avons perdu notre empire, parce qu'à la Libération, pouvoir fut confié à ceux qui tendaient des embuscades terroristes aux forces du maréchal Pétain, comme pour Monsieur Grandval, né, devinez ça, né Hirsch. Mais au moment où l'auteur écrit ces lignes, la colonisation française tient encore debout, toujours, en 1956. Et tenez-vous bien, l'auteur avance que le devoir de décolonisation, comme on disait à l'époque, le devoir de décolonisation, n'interviendra pas de sitôt. Et pourquoi, selon lui? Parce qu'il faudrait injecter dans cette France rouge près de 1,5 million de droitards réactionnaires. Vous me direz, mais alors, Monsieur Cousteau s'est totalement trompé. Oui et non. Oui et non, parce que si l'on s'attarde sur la manière immonde dont furent traités les harkis et autres Français d'Afrique du Nord, on comprend un peu mieux. De vrais hommes de droite, disais-je, des Français de condition humble et travailleurs, et qui s'acharnent à vouloir rester fièrement français sur une terre qu'ils ont faite française. Imaginez l'horreur que cela représente pour ces hommes de gauche au pouvoir. Par exemple, écoutez ce que répondait Monsieur Mauriac lorsqu'on lui rappelait les enfants français sauvagement égorgés en Algérie. « Mais vous ne voyez donc pas plus loin que le bout de votre nez ?» Voyez, si ça ne vous rappelle pas quasiment mot pour mot les discours politiques de notre situation actuelle sur notre propre sol, alors là. Bref, les Européens étaient majoritaires à Alger ou à Oran. Mais pour les gauchistes de la métropole, ils devaient disparaître, mourir. Le blanc et surtout le français ne peut qu'avoir tort. À ce titre, si vous désirez rire, parfois, filez sur mon fil télégramme du 2 janvier pour vous délecter de l'histoire hilarante du gauchiste anticolonialiste Artero en Algérie en 1954. Et puis cette braderie des possessions françaises se voit soutenue par notre ami, les États-Unis d'Amérique, mais aussi par notre frère de peau, l'Angleterre. Notre plus grand soutien, notre allié de toujours, même s'il bombarde Mersel Kébir, même s'il nous chasse de Syrie et d'Indochine, même si, vous l'avez deviné, il consacre l'indépendance des Félagas en Tunisie et au Maroc, une alliance qui ne fonctionne bien évidemment que dans un seul et unique sens. Le fil de l'immédiate après-guerre, imaginez que les mêmes politiciens et autres intellectuels qui ont traqué avec véhémence ceux qui avaient collaboré, c'est-à-dire supposément aidé les Allemands, les mêmes donc, et au même moment de façon absolument concomitante, les mêmes vont pousser au réarmement de cette même Allemagne. Imaginez la stupidité de l'action. Imaginez encore les mêmes qui bombardèrent avec acharnement et inhumanité cette même Allemagne. Comprenez bien. Parmi les plus véhéments, parmi les plus favorables à la remilitarisation de cette nation germanique, Monsieur Mendès France, tiens donc. Et la propagande ensuite va se mettre en branle. D'un coup, l'Allemand n'avait plus rien à voir avec le redoutable guerrier, le soldat discipliné que le monde entier avait imaginé. Non. À la sortie de la guerre, les films nous peignent l'Allemand comme un dégonflé, un pleutre, un délateur. Et oui, c'est logique. L'Allemand moyen ne pouvait pas être convaincu par l'idéologie nazie. L'Allemand moyen était démocrate, pacifiste et défaitiste. Vous le comprenez, chers auditeurs, l'immédiate après-guerre sera le terreau d'une colossale propagande. Colossale.
dans laquelle nous fûmes tous baignés à cette époque, et de laquelle nous dûmes, pour certains, nous extirper. En vrac, pêle-mêle, recensons les contradictions les plus patentes de cette immédiate après-guerre. Par exemple, la monarchie en France, c'est le mal absolu, mais un sultan, c'est bien, car il lutte contre le pire des maux, le colonialisme. Autre exemple, le nationaliste français est un personnage anti-historique, à bannir absolument, alors que le nationaliste algérien est propice à l'épanouissement du devoir historique. Continuons. L'homme a le droit imprescriptible d'écrire, de penser et de dire ce qu'il veut, mais il n'a pas le droit d'être fasciste. Encore, allez, un Félaga, c'est un héros de la résistance, cependant qu'un Hongrois ou un Roumain s'opposant à l'URSS est un terroriste à anéantir. Et oui, la France en Algérie accomplit une mission féodale, alors que l'URSS protège les pays de l'Europe de l'Est du capitalisme rapace. Voilà le nouveau catéchisme, le voilà. En fait, ce que nous montre Pierre-Antoine Cousteau à la fin de son essai, c'est que cette France moderne, créée à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, semble taillée, faite sur mesure pour s'attirer les foudres, se faire détester. En fait, cette France moderne est utilisée par l'anti-France qui la dirige pour provoquer des révoltes, susciter des haines contre elle-même, comme un souffre-douleur. Au-delà du livre, chers amis, alors, tout en sous-entendu, tout en idée elliptique, le pamphlet de Pierre-Antoine Cousteau nous ouvre les yeux encore plus grands. Mes yeux en ressortirent écarquillés. L'auteur est venu confirmer ce que je pressentais depuis de longues années déjà. L'état de la France est bien plus dramatique que ce que les plus pessimistes d'entre nous imaginent. Nous allons y venir en montant en intensité. Avant toute chose, il faut bien comprendre et assimiler ce que nos politiciens modernes appellent avec toute cette fausse fierté cocardienne, la libération. Nous allons pointer le doigt sur ce terme. Nous fûmes libérés, les amis, oui, nous fûmes libérés. Ce terme libération gicle comme une évidence. Mais libérés de quoi? De qui, croyez-vous? Croyez-vous que nos politiciens font référence au joug allemand, à l'oppression teutonne, lorsqu'ils scandent « libération » ? Que nenni. Que nenni. Toute cette rhétorique éculée n'a rien à voir avec les méchants nazis. Ce qu'ils désignent comme étant la libération, en réalité, c'était liquider le régime de Pétain. Et plus généralement, emportés par leur élan, emportés par leur impunité garantie, emportés par leur anti-France carabinée, liquider ce qu'il restait de l'âme de la France, liquider ce que Pétain avait tenté brièvement de faire renaître, comme des cendres incandescentes que l'on va écraser avec le tisonnier. En cela, la libération en tant qu'événement historique ne fut qu'une seconde révolution française, afin de tuer la vraie France, afin d'extirper la vraie France de la nouvelle, la France artificielle. Certes, c'était déjà la France nouvelle qui régnait avant la libération, mais cette dernière nous fit basculer dans l'immonde, plus profondément encore. Un obscur voile est venu se poser sur notre pays, et depuis nous avançons à tâtons les bras tendus devant nous, répondant aux injonctions d'une voix étrangère à laquelle nous faisons confiance, sans autre alternative. Cette voix, c'est la République, notre seul et unique repère. Remarquez bien, plus le temps avance, plus nous nous enfonçons dans le mensonge institutionnel, plus nous le prolongeons, et bien plus il est question de la République dans leur bouche. En clair, plus le mensonge est imprégné, plus la République est forte, et vice-versa. Mais là n'est pas le pire, mes amis. Désolé de me montrer encore une fois catastrophiste et démoralisant. Longtemps j'ai pensé depuis mon jeune âge adulte que la France, mon pays chéri, n'était plus la France, mais qu'elle avait été travestie, ou qu'elle était occupée par des puissances étrangères, j'appelais ça une xénocratie, ou des forces occultes, les sociétés secrètes, etc. Eh bien, je pense dorénavant que c'est pire, que c'est bien pire que ça. Je me répète, pire que ça. Je pense que la France n'existe plus. On l'a tuée. Ce que nous nommons France n'est en réalité qu'une entité mondialiste. Et réfléchissons-y. Un pays, une nation, lorsqu'il entre en guerre, il le fait pour lui, pour ses intérêts, pour son bien, égoïstement. Or, la France, prenons tous ces exemples des dernières guerres. Or, la France en 1853, elle ne fait pas la guerre de Crimée pour ses intérêts, mais pour l'Angleterre. Or, la France,
en 1870, ne fait pas la guerre pour ses intérêts, mais pour l'Espagne. Or, la France, en 1914, elle ne fait pas la guerre pour ses intérêts, mais au départ pour la Serbie, puis pour l'Égie et le mondialisme. Or, la France, en 1939, elle ne fait pas la guerre pour ses intérêts, mais pour, au départ, la Pologne, puis l'Égie et le mondialisme. La France fait la guerre pour un agenda mondialiste. C'est ainsi qu'il faut comprendre la guerre d'Algérie, par ailleurs. La France, la République, n'avait que faire des intérêts français et donc de l'Algérie proprement française. Une nation normalement constituée sauvegarde quelques intérêts dans un conflit, même si elle le perd. Tout au moins elle bataille, elle négocie, si elle ne peut plus s'imposer. La France, non. Elle abandonne tous ses droits, ses intérêts, ses citoyens, ses constructions, ses créances, ses richesses au Sahara qu'elle avait découvertes. Elle abandonne tout, sans négocier, aucune contrepartie, ni aucune logique d'ailleurs. Puis elle fait venir ses ennemis sur son propre sol. Aucune logique. En fait, la France, c'est la post-nation. C'est le pays passé de royaume à post-nation sans passer par la case nation souveraine. C'est le pays à l'avant-garde qui a extirpé de sa substance toute idée, toute pensée nationaliste. Dans tous les autres pays du monde existent encore des idées nationalistes. Pas en France. Pas en France, il n'y en a pas. Être français d'ailleurs n'existe pas. Être français ne signifie rien puisque cela ne vous octroie aucun droit, aucune légitimité sur le sol de vos ancêtres. Quelconque pelé, quelconque tondu qui débarque sur le territoire français jouit des mêmes droits que vous grâce à la loi Pleven. Et même mieux, la préférence nationale n'existe plus selon leur dire, ce qui signifie qu'être de papier français en France ne vous confère aucune légitimité. La loi Pleven, c'est punir le français parce qu'il possède une opinion. C'est aussi considérer comme un délit certaines discriminations en matière économique, si le français agit mu par une intention, soi-disant raciste. Donc on va chercher dans son esprit. Le juge ira donc chercher les pensées impures et déshonnêtes pour condamner le fait de se sentir ou de se dire français. D'un autre côté, un habitant du territoire français qui n'a pas encore ses papiers bénéficiera de toutes les aides pour s'installer sur cette terre sans âme. De plus, les actes délictueux qu'il pourrait commettre seront jugés de façon différente, avec plus de mansuétude. Par exemple, pour un viol, la justice considérera que notre Français fraîchement arrivé est pourvu d'une autre façon de voir la femme, ce qui devrait jouer en sa faveur. En clair, les délits des Français sont aggravés et ceux des pas encore français minorés, à partir de critères purement objectifs qui n'ont strictement rien à voir avec le droit. Et en plus, rajoutons que grâce à la loi Perben II de 2004, il est désormais plus grave, on va schématiser pour que vous compreniez, d'agresser un Africain pas encore français qu'un Français blanc de papier. C'est plus grave. Même s'il n'y a aucune preuve de racisme. Voilà. On pourrait ajouter aussi brièvement, sans que je ne l'ai réellement pris en note, mais tout ça me vient tout de suite, pour que vous compreniez, ajoutons aussi que l'histoire de France, telle qu'elle est encore enseignée aujourd'hui, telle qu'elle est aussi assimilée par les gens autour de nous, par le peuple, n'est pas la vraie histoire de France, elle n'a rien à voir. Donc un peuple qui n'a pas son histoire n'est plus un pays, n'est plus une nation. C'est idem pour notre culture, idem même pour notre cuisine, notre gastronomie, qui s'est fondue dans une pensée mondialiste, faisant fi de toutes nos anciennes habitudes. Songez-y, les Français actuels, issus du génie de notre gastronomie, mangent comme des Américains, comme des Yankees. Même notre hymne et notre drapeau n'ont rien de nationaliste. Terminons. Être français, donc, indique simplement que vous êtes une personne arrivée avant les autres. Mais cela ne vous offre aucun droit supérieur. D'ailleurs, un Français qui a hérité de la maison ancestrale de ses grands-parents peut très bien la perdre du jour au lendemain parce qu'elle est occupée par des migrants non français. Je ne pourrais même pas dire clandestin, puisque dans l'Hexagone, le terme clandestin est inepte, inusité, inemployable, car inexact. Être français n'existe plus, disais-je. La condition sine qua non pour devenir un politicien en territoire de France, ne pas être français, c'est-à-dire s'être extirpé de l'ancienne France et la détester, la maudire, la vomir. De droite nationale, il n'y a point.
Le RN n'a strictement rien de vrai français, ni dans ses idées, ni dans sa culture, ni dans son expression. Quant à Zemmour, nul besoin de l'évoquer, c'est une droite étrangère. Alors que faire alors? Que faire? Eh bien, je pense que le combat est bien plus beau, bien plus digne lorsqu'il est inutile, parce qu'il est teinté de conviction. Et même lorsqu'il est perdu d'avance. Oui. Parce que justement, c'est le combat le plus important et non son but. Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est arrêtée. N'oubliez pas de récompenser cette chronique.